Name Games. Jadis florissante, aujourd'hui amas de sombres ruines où règne mort et chaos. Pourtant, de tout l'Empire et au-delà, aventuriers et malfrats affluent dans cette cité maudite aux confins de l'Ostermark. La pierre magique, fragment de la divine comète, elle les attire, tous veulent goûter à son pouvoir dit inédit. Quelques-uns emporteront les trésors cachés. La plupart resteront ici à jamais. Mordheim n'a pas toujours été la ville damnée qu'elle est aujourd'hui. Il y a 1000 ans, elle fut fondée par les chevaliers de l'Ordre du Corbeau en mémoire du vénérable comte Gotthard Angelos, leur chef. Ce dernier était tombé au combat lors de la guerre disputée contre les gobelins qui dominaient jadis cette terre. Mordheim devint la place forte de l'Ordre du Corbeau. La cité prospéra grâce au commerce de poissons, de minerais et de laine, mais la majorité des habitants étaient néanmoins constitués d'hommes en armes provenant de tout l'Empire, des soldats de passage affectés dans cet endroit stratégique. Pendant des siècles, Mordheim fut un rempart contre les ravages des hordes pauvertes qui se déversaient par centaines des montagnes pour semer la terreur et tout dévaster sur leur passage. C'est Sigmar lui-même qui fit don de la province d'Ostermark aux ancêtres de la maison du comte Steinhardt. Voilà pourquoi la cité jouit d'une longue tradition guerrière. Mordheim fut une des rares villes à résister aux hordes du terrible Gorbad Griffefer en l'an 1707. Chaque province de l'Empire avait levé ses troupes pour combattre l'immense invasion et Mordheim résista aux assauts répétés des pauvertes. La garnison de la ville avait été augmentée grâce à l'aide de miliciens inexpérimentés mais qui avaient fait leurs preuves lors de l'attaque du flanc droit de la horde de Gorbad. Une grande partie de l'armée de Mordheim fut détruite dans la bataille de Valen, mais la ville et le comte Steinhardt furent sauvés. La Wag fut repoussée à l'ouest jusqu'à Averheim qui connut un destin plus tragique. Comme dans la plupart des villes impériales, les fleuves et voies d'eau sont des routes commerciales importantes. Les chalands massifs et les navires de haute mer peuvent pénétrer très profondément dans l'Empire en suivant les itinéraires tracés par les fleuves. À l'époque, Mordheim était une ville portuaire très importante, ses quais fourmillant de colporteurs, marins, marchands, soldats. Des voyageurs venaient de toutes les régions aux alentours pour commercer dans les halles de Mordheim. Les bateaux accostaient par dizaines chaque jour. Le commerce important et la présence du grand ordre des honorables libres marchands de Marienburg ont fait de Mordheim une des villes les plus prospères de l'Empire. Des entrepôts massifs furent construits le long des quais et des tonnes de marchandises étaient emballées puis chargées sur les chalands. C'étaient des centaines d'articles rares que l'on déchargeait et qui arrivaient des quatre coins du monde à la sueur des dockers. Les bâtiments des commerçants du textile, du bois de construction se situaient un peu à l'écart. Les eaux claires du fleuve grouillaient de poissons et la pêche fut un grand atout pour la cité, son marché étant très développé. Le commerce, de plus en plus important, fut considérablement développé par les accords commerciaux de libre-échange signés avec les artisans nains des forteresses environnantes. Depuis que les hordes de pauvertes avaient été repoussées, beaucoup de nains avaient émigré vers Mordheim. Ainsi, la cité se dota d'excellents artisans, forgerons, orfèvres et maçons. L'architecture de Mordheim fut largement influencée par la présence des nains, comme le montrent la robustesse et la qualité des bâtiments ainsi que la présence de pièces métalliques finement ouvragées.
Avant la venue de la comète, la richesse et la prospérité de Mordheim en faisaient la ville la plus importante de l'Empire après Altdorf. Mordheim fut également un lieu d'étude réputé pour l'enseignement de l'ingénierie du bâtiment et du commerce, ainsi que pour sa splendide bibliothèque et ses nombreux musées. Mordheim était la capitale provinciale de l'Ostermark et la plus grande, la plus belle ville de toute la partie méridionale de l'Empire. La province elle-même fut dirigée par la noble et honorée famille Steinhardt, dont le comte avait son palais dans le quartier le plus riche de la ville. La lignée des Steinhardt descend des fiers Unberogen qui régnaient sur l'Ostermark depuis l'époque de Sigmar. Les comtes Steinhardt firent leurs preuves maintes fois sur les champs de bataille, repoussant les infâmes Pauvertes, chassant les immondes Hombets et matant rapidement les insurrections et révoltes déloyales courantes en cette époque troublée. La province d'Ostermark a toujours été faiblement peuplée. C'est une terre morne, peu propice au divertissement et trop pauvre pour la culture. Le principal soutien de la puissance politique se trouvait par conséquent dans les murs robustes de Mordheim, avec sa puissance militaire et son commerce florissant. Ici, les nobles familles de l'Empire pouvaient régner loin de leurs vastes terres où leurs dévoués et laborieux paysans travaillaient durement, ne se préoccupant que peu de savoir où était leur suzerain. Nous voilà maintenant à la période qui nous intéresse. À la fin de l'an 1999, l'Empire est en flammes. La terre de Sigmar est tombée aux mains des traîtres et des agitateurs. Des tensions et des rivalités séculaires ont refait surface, affaiblissant la nation et propageant le trouble dans les esprits. Durant des siècles, les comtes électeurs se sont affrontés pour s'approprier le trône impérial et leurs incessantes guerres ont rendu impossible la bonne administration des provinces. La famine menace les confins de l'Empire et partout gronde le vent de la révolte. À présent, 3 nobles ambitieux et sans scrupules se sont autoproclamés empereurs de plein droit. Ce sont les comtes de Marienburg, du Middenheim et du Talabecland, et aucun d'entre eux n'est disposé à renoncer à ses prétentions. Aussi, leurs armées parcourent le pays et leurs hommes s'affrontent en une lutte fratricide. Pour le peuple de l'Empire désorienté, la fin du monde semble proche. Des centaines de cultes rédemptoristes ont vu le jour et des flagellants au regard exalté arpentent les routes en prêchant l'avènement de la destruction finale. Alors que le pouvoir des comtes électeurs s'épuise dans un combat aussi vain que sanglant, les bourgeois nantis voient peu à peu leur influence s'étendre. La guilde des marchands rivalise désormais de puissance et d'influence avec l'aristocratie et les grandes villes prospèrent sous la direction éclairée des burgomeisters, élus parmi les classes aisées de la société mercantile. Depuis peu, la guilde recrute même ses propres soldats. En ces temps de grands périls, les gens se tournent ainsi vers leur dernier espoir, le culte de Sigmar. Il connaît une recrudescence sans précédent tandis que la foule se presse aux offices des temples. Mais même les fidèles de Sigmar n'échappent pas au danger. En dépit des anciennes lois, les magiciens et les nécromants se font toujours plus nombreux en ces temps troublés. Bien que les répurgateurs traquent sans pitié les adeptes des pratiques illicites, la magie et la sorcellerie continuent à prospérer au cœur même de l'Empire. Mais alors que le peuple accourt en masse vers les autels de Sigmar, les dieux obscurs voient également leur puissance s'accroître. De plus en plus d'égarés se tournent vers les vieilles divinités du chaos qui travaillent depuis toujours à la destruction de l'humanité. De jeunes enfants sont régulièrement enlevés dans les rues pour servir de sacrifices humains lors de cérémonies impies auxquelles se livrent les adorateurs du chaos. Nous sommes ici à une triste époque de l'histoire de l'Empire et les augures sont on ne peut plus sinistres. Plus que jamais en cette fin de la dernière année du dernier siècle du second millénaire, la présence du Père des hommes fait gravement défaut. Car l'Empire, jadis aussi puissant militairement que fort spirituellement, n'est plus qu'une terre ravagée par la guerre et affaiblie par la corruption. Nul empereur ne règne en cette sombre période, et l'Empire est morcelé en plusieurs contrées,
de l'Ostermark dans le nord glacial, au Wissenland dans le sud lointain, et de Marienburg sur la côte ouest à la Sylvanie qui s'étend jusqu'à l'ombre des montagnes du bord du monde. Chaque seigneur affronte frères et voisins, tandis que les grands de l'Empire se disputent la couronne, laissant les mains libres aux bandits et aux voleurs. Nul ne souffre autant que les pauvres, et il n'est point étonnant qu'ils sombrent dans l'errance, la boisson et toutes sortes de vices. Ils mènent une vie misérable, tués par le feu et l'épée, écrasés par le poids des impôts et dépouillés par les marchands obèses qui profitent de l'anarchie pour s'enrichir davantage. À cette époque, Mordheim illustrait parfaitement la décadence qui frappait l'Empire. L'élite nobiliaire de la ville se pavanait dans des fêtes somptueuses, les négociants, sans scrupules, vendaient des produits plus que nécessaires à des prix exorbitants, s'enrichissant tandis que famine, détresse et misère touchaient une grande majorité de la population. De nombreux rituels ténébreux étaient pratiqués par les nobles décadents de la ville, les nécromants et sorciers apparaissaient de plus en plus fréquemment, exerçant leurs pratiques maléfiques sans retenue. Les pauvres se joignaient à ces nouveaux maîtres, malfamés, pour tenter vainement d'échapper à leur vie amère de servitude. Symbole d'un empire en perdition, Mordheim paya pour les autres. Une puissante lueur illumina le ciel et gonfla au point de chasser la nuit des rues de la ville. Ces feux brûlaient d'une intensité si forte que le soleil lui-même semblait terne et froid en comparaison. Sous la prodigieuse sphère, les habitants se rassemblèrent et organisèrent une gargantuesque fête. Des centaines de milliers d'âmes les rejoignirent en provenance de tout l'Empire, si bien que la moindre ruelle du moindre quartier résonnait sans discontinuer de joyeuse musique. Hors des murs de la cité, les nouveaux arrivants se bousculaient et dansaient. Nul ne cherchait à se reposer ou à s'abriter lors de ces journées sans nuit. Tous dansaient, chantaient, buvaient et s'abandonnaient à des plaisirs indécents. Plus tard, certains dirent que des démons étaient sortis des ombres pour se mêler aux festivités et batifoler avec hommes et femmes. Mais qui peut affirmer une telle chose avec certitude, tant l'horreur de cette époque a obscurci les esprits. Ce ne fut pas Sigmar mais son jugement qui tomba sur la cité de Mordheim au premier instant du premier jour de la nouvelle ère. Tandis que la cavalcade de perversion culminait, le marteau de Sigmar s'abattit en mettant fin à la vie de chaque homme, femme et enfant dans la cité. Dans une explosion 10 000 fois plus forte que le tonnerre, le sol sembla se soulever à la rencontre du feu, abattant les bâtiments, brisant les murs et soufflant les arbres. Dans la lointaine Altdorf, les temples tremblèrent en laissant choir des débris de maçonnerie dans les rues adjacentes. Au-delà des frontières de l'Empire, des murs des forteresses souterraines naines qui tenaient depuis des générations se fissurèrent. Mordheim n'était plus que ruines carbonisées. Pourtant, parmi la foule massée à l'extérieur de la cité, car cette dernière était si bondée que tous n'avaient pas pu y entrer, quelques rares individus survécurent. Ils s'enfuirent aussi loin que possible en apportant la nouvelle de la punition divine de Sigmar dans tout l'Empire, mais la mort les rattrapa. Beaucoup succombèrent ensuite aux mutations qui déformèrent et tordirent leur corps et aux tortures mentales que leurs souvenirs leur infligeaient. Au cours de la nouvelle année, d'étranges histoires commencèrent à circuler à propos d'une pierre magique découverte dans les ruines. Un minéral noir et luisant capable d'accomplir des miracles. D'autres pierres furent rapidement découvertes, de tailles et de formes diverses, toutes supposées détenir des pouvoirs extraordinaires. D'après ces fables, elles redonnaient la vue aux aveugles, soignaient les malades, faisaient pousser les arbres en un jour et permettaient aux morts de marcher et de parler. Mais surtout, du plomb fut transformé en or, un miracle accompli sous les ordres de Siegfried, comte électeur du Reichland, par son alchimiste personnel von Hoffmann.
La rumeur de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Empire et le Vieux Monde, et toutes sortes d'hommes ne tardèrent pas à affluer dans les ruines de Mordheim en quête de cette fameuse pierre magique. C'est ainsi que les ruines de Mordheim attirèrent l'attention des seigneurs de l'Empire et de bien d'autres, car puissance et fortune étaient à prendre. Certains désiraient amasser de l'or pour payer leurs armées et satisfaire leurs ambitions impériales, d'autres convoitaient le pouvoir magique et d'autres encore étaient simplement cupides ou mus par des raisons plus sinistres que des hommes loyaux et bons pourraient à peine imaginer. On entendit ensuite parler de monstres rôdant dans les ruines, des rats géants de la taille d'un homme, des morts-vivants, des démons et des créatures mutantes. Tous vinrent à Mordheim avec leurs rêves, ignorant que de leurs actions allait dépendre le destin du monde. Toute autorité avait disparu durant les années de folie précédant la destruction de Mordheim, et la misère qui affligeait l'Ostermark s'aggrava encore. Le peuple déserta les campagnes pour s'entasser en ville, les forgerons abandonnèrent leurs forges et même les marchands et les usuriers renoncèrent au commerce. Ainsi, avant même la dévastation, l'Ostermark sombrait dans l'anarchie, tandis que son souverain, le comte Steinhardt, avait depuis longtemps succombé aux plaisirs dépravés qui devaient se généraliser lors des derniers jours. Lui et la plupart des nobles périrent par le feu purificateur de Sigmar, et bien peu, hélas, pleurèrent la disparition de la longue et jusque-là honorable lignée des Steinhardt. Les premiers chasseurs de trésors à s'aventurer dans Mordheim étaient imprudents, souvent seuls ou à deux, car ils n'imaginaient pas quelles horreurs rôdaient dans les sinistres ruines de la cité. Beaucoup disparurent sans laisser de traces. D'autres revinrent mutilés dans leur chair ou dans leur âme, délirant à propos de créatures bestiales et inhumaines. Certains mentionnaient sans cesse les démons et les créatures de la fosse, et quelques-uns revenaient des ruines les mains vides en riant comme des fous. Bientôt, seuls les plus téméraires pénétrèrent seuls dans la cité des damnés. Les chasseurs de trésors préférèrent maintenant s'unir en petits groupes armés ou bandes pour plus de sécurité. Les monstres n'étaient pas les seuls responsables de la mort de si nombreux aventuriers. L'air même de Mordheim s'est en effet avéré néfaste pour ceux qui l'ont respiré trop longtemps. Même la pierre magique tant recherchée fut la perte de plus d'un, car sa puissance magique brute pouvait brûler la chair et causer d'horribles changements du corps et de l'esprit. Beaucoup de ceux qui entrèrent dans Mordheim comme camarades furent poussés à la discorde et au meurtre par les vapeurs contenues dans l'atmosphère et l'énergie émanant de la pierre magique. D'autres n'avaient besoin d'aucune influence maligne pour se retourner contre leurs propres compagnons, la seule découverte d'une pierre de valeur suffisant à ce que la cupidité prenne le pas sur la loyauté. D'autres encore revinrent apparemment sains et saufs, mais tombèrent malades et moururent ou développèrent des difformités si atroces que leurs camarades durent les abandonner ou les achever pour leur épargner l'humiliation suprême. En raison de la pestilence régnant entre ces murs, de nombreuses colonies de tentes délabrées et autres camps rudimentaires, semblables à ce que bâtiraient des chasseurs pour passer une semaine dans les montagnes, sont apparus tout autour de la cité. Ces camps sont séparés les uns des autres à cause de la rivalité entre les habitants des différentes contrées et de rudimentaires fortifications ont été élevées pour repousser les attaques des voisins. Certains, tels le havre de Sigmar, restent relativement sûrs malgré l'anarchie car des gardes sont payés pour y maintenir l'ordre. Ceux-là possèdent même une place du marché pour les armuriers et autres camelots ou marchandises hors de prix. D'autres, comme le bourg des Coupe-Gorges, ne sont que des repères de meurtriers où des mutants vont librement et où des hommes encapuchonnés apportent des cadavres aux nécromanciens en échange d'or souillé. Ces refuges, si vils soient-ils, sont relativement sûrs en comparaison des ruines de Mordheim elles-mêmes qui sanctionnent par la mort ou pire, la moindre pause d'une petite heure. Les groupes d'hommes qui osent s'y aventurer sont soit des braves, soit des fous désespérés, et les guerriers mercenaires trouvent rapidement du travail parmi ceux qui franchissent chaque jour les portes de Mordheim. Cependant, une fois de l'autre côté, plus aucune loi humaine ne s'applique. On y mutile et on y tue en toute liberté, si bien que le moindre rival devient un ennemi mortel. Des hommes qui jouaient au dé en trinquant ensemble la veille peuvent s'entretuer au petit matin. Ainsi vont les choses à Mordheim, où la seule règle consiste à tuer pour ne pas être tué,
et où seuls les plus forts peuvent survivre pour remporter la plus grande de toutes les récompenses. À cette époque, nul n'a régné sans contestation sur l'Empire depuis plus de 4 siècles. Pourtant, certains comtes électeurs coifferaient volontiers la couronne s'ils disposaient de la puissance nécessaire pour s'imposer à leurs voisins. Selon l'ancienne tradition, les souverains de chaque contrée, les électeurs, votent pour élire celui d'entre eux qui sera sacré empereur, si bien que chaque candidat doit rechercher le soutien de ses pairs pour obtenir la majorité. D'autres puissances, bien qu'inéligibles pour la couronne, sont également électrices et doivent de même être courtisées tant leur influence est grande. Parmi ces dernières, le grand théogoniste de Sigmar est incontournable car les temples de son dieu s'élèvent dans tout l'Empire. La découverte de la pierre magique à Mordheim a semé la confusion, car elle offre enfin la possibilité de départager les candidats rivaux. Les comtes électeurs ont donc tous engagé des mercenaires pour récupérer autant de pierres magiques que possible. Les souverains du Reichland, du Middenland et de la Sylvanie sont ceux qui se disputent le plus âprement le trône. C'est ainsi que les regards de ces grands rivaux se tournent vers Mordheim et sa fabuleuse pierre magique qui possède le pouvoir de transformer les grossiers métaux en or. Mais les comtes ne sont pas seuls dans la course au pouvoir. L'anarchie afflige l'Empire depuis des siècles et l'influence des marchands et des temples est devenue immense. À Marienburg, le plus grand et plus fréquenté des ports du Vieux Monde, les marchands ont prospéré mieux que partout ailleurs et certains bourgeois de cette cité sont désormais plus puissants que bien des nobles. Les plus influents de tous sont les libres marchands, une société secrète comprenant les marchands les plus riches dont l'ambition est de placer Dame Magrita de Marienburg sur le trône de l'Empire. Les citoyens de la ville de Marienburg sont célèbres pour leurs vêtements élégants, leur goût pour les bijoux et leur manière distinguée dont beaucoup se gaussent en les appelant des fats. En vérité, nombreux sont ceux qui envient la richesse et la sécurité de Marienburg en ces temps difficiles, car si la puissance des comtes a décliné, celle des guildes marchandes s'est accrue d'autant. À présent, de nombreux riches roturiers aimeraient renverser l'ancien système politique pour mettre en place une assemblée qui donnerait aux marchands le pouvoir correspondant à leur richesse. Le mécontentement général est tel que certains bourgeois recherchent le pouvoir par les moyens les plus infâmes. Ils se tournent vers la sorcellerie, le plus noir des arts, que tous s'accordent à considérer comme l'incarnation du mal et dont la pratique est depuis longtemps punie de mort sous la torture. Bien que peu osent en parler, la présence de sorciers dans l'Empire est notoire, comme les cultes secrets qu'ils vouent aux dieux noirs et les cadavres qu'ils dérobent dans les cimetières. Ces agents de la corruption invoquent des démons pour les servir tandis que les nécromanciens envoient des morts vivants tués pendant la nuit. On dit à présent que les sorciers se montrent ouvertement dans la cité des damnés et qu'ils y recherchent la même pierre magique capable de multiplier la puissance de leur sorcellerie. C'est pourquoi les Templiers de Sigmar viennent à Mordheim dans leurs chariots chargés de cages, de braseros, de fer et d'instruments de torture pour accomplir leur devoir là où le besoin s'en fait le plus sentir. Ce sont les répurgateurs, comme les appellent ceux qui les craignent et les haïssent, et comme ils se nomment eux-mêmes, car ils tirent une grande fierté de la persécution des hérétiques. Derrière les répurgateurs se trouve la plus grande autorité spirituelle de l'Empire, le grand théogoniste de Sigmar. Lui aussi rêve de pouvoir et on dit qu'il convoite secrètement pour lui-même la couronne impériale. La destruction de Mordheim a engendré une atmosphère de terreur religieuse, car qui peut nier que le temps du jugement de Sigmar est arrivé et que son peuple s'est avéré fautif. Depuis le Nouvel An, la foule se presse dans les lieux saints pour y faire la paix avec son Dieu et accepter sa punition. De nombreux suppliants ont légué tous leurs biens au temple pour prendre la route en pénitence. Ainsi, de grands cortèges de mendiants dépenaillés parcourent le pays en se flagellant pour expier les péchés de tous les hommes. À présent, le grand théogoniste a envoyé ses chasseurs de sorcières à Mordheim pour en extirper le mal qui s'y est logé, mais aussi, dit-on, pour lui ramener de la pierre magique.
Des hommes venus de tout l'Empire habitent les campements miteux qui entourent Mordheim, des hommes de Middenheim et de la cité d'Ulrich, de Marienburg sur la côte ouest, de Sylvanie et de Wissenland et de tous les pays qui les séparent. Certains viennent pour leurs propres raisons obscures, mais l'écrasante majorité ne vient que pour faire fortune. Ces aventuriers mercenaires sont pour la plupart engagés par les souverains de Middenheim, de Marienburg et de Reckland, qui convoitent tous trois le trône et sont de loin les plus riches et les plus ambitieux. En vérité, la rivalité entre ces trois comtes est si grande qu'il est rare de voir leurs hommes camper ensemble et que l'on n'a jamais vu ces guerriers d'origines différentes combattre en bande les uns aux côtés des autres. Des autres prétendants au trône, le souverain de Sylvanie, le comte Vlad von Karstein, est le plus puissant, mais sa réputation est si terrible que peu acceptent son or. On dit qu'il se livre au plus abominable des hérésies en buvant du sang humain et en usant de nécromancie pour ressusciter les morts. Ses serviteurs, étranges et perfides, explorent eux aussi les ruines de la cité des damnés, bien qu'ils restent dans l'ombre en évitant la lumière du jour. Peu de gens suspectent la véritable nature de von Karstein, sauf peut-être les répurgateurs qui soupçonnent tout, et il reste pour le moment un prétendant de plus au trône de Sigmar. Qui sait quelles ambitions nourrit le grand théogoniste de Sigmar ? Il a refusé la couronne à Dame Margretha de Marienburg, s'aliénant ainsi les guildes marchandes et surtout les libres marchands de Marienburg dont les membres occupent des positions importantes dans l'Empire. En proclamant une sainte croisade contre les mutants et les sorciers, le grand théogoniste a envoyé l'ordre des Templiers, communément appelés les Répurgateurs, explorer Mordheim à la recherche de pierres magiques. Il prêche la rédemption, la vengeance de Sigmar et l'amour du temple, mais beaucoup pensent qu'il recherche un pouvoir plus matériel que spirituel. Et que dire des ambitions contrariées des libres marchands et de tous ceux pour qui l'ancien système et ses coutumes sont les chaînes qui les entravent. Beaucoup se sont tournés vers les cultes secrets des dieux sombres, dont l'adoration constitue la pire des hérésies, et vers la sorcellerie contre nature qui touche au chaos lui-même. Leurs ambitions les amènent secrètement à Mordheim, où ils prospectent la pierre magique. Là, ils se sont trouvés un chef, un empereur noir, dont nul ne peut dire s'il est homme ou démon. Il se nomme le Seigneur des Ombres, maître des possédés, et habite la fosse de Mordheim, au fond du cratère où les feux de la colère de Sigmar brûlent encore et dont les fissures béantes crachent de nauséabondes vapeurs. De ce royaume sortent des créatures démoniaques, difformes et maléfiques, à l'aspect hideux et à la force démesurée qui infestent les ruines de la cité des damnés. Que dire encore des sœurs de Sigmar, ces anciennes ennemies de l'ordre des Templiers qui nient la légitimité des femmes dans le clergé de Sigmar. Strictes, intraitables et sourds à toute raison, les répurgateurs accusent ouvertement les sœurs d'hérésie et d'offense à Sigmar. Mais les sœurs ne sont pas sa défense, elles comptent parmi elles les filles des plus nobles maisons de l'Empire. Leurs couvents donnent ainsi asile à celles qui auraient autrement été une gêne ou un problème pour leur famille. Ces deux organisations affiliées à Sigmar peuvent combattre côte à côte dans Mordheim, mais restent des ennemis jurés, car leur rivalité implacable est de nature religieuse et nulle parole d'apaisement ou de pardon ne saurait y mettre fin. Les sœurs de Sigmar occupent une position unique à Mordheim. Leur couvent, le temple du roc de Sigmar, repose sur une grande île rocheuse dressée au centre du fleuve Styr qui traverse la ville et la divise en deux. Bien que la destruction de Mordheim ait laissé quelques bâtiments debout, c'est un véritable miracle que le temple et ses occupants aient survécu intacts. En effet, tandis que tous autour d'elle sombraient dans l'égarement et la dépravation, les sœurs n'oublièrent pas de prier Sigmar, échappant ainsi à sa sentence. C'est en tout cas ce qu'elles prétendent, car il n'y a certes personne qui pourrait témoigner du contraire. Les répurgateurs ne croient pourtant pas à cette piété salvatrice et clament que les sœurs ont scellé un pacte démoniaque en livrant Mordheim à la destruction tout en y échappant elles-mêmes. Aujourd'hui encore, les sœurs semblent avoir la bénédiction de Sigmar ou d'une puissance infernale, car la grande hauteur de leur refuge les élève au-dessus des vapeurs empoisonnées et les en préserve. Il reste les autres habitants de Mordheim, les mutilés et les monstrueux, les mutants et les démons. D'où sortent-ils et pourquoi sont-ils ici ? Cela reste pour l'instant un mystère, même si la lumière finit toujours par être faite.
Les étranges créatures rats qui fouinent dans les ruines seront pour le moment oubliées, comme aimerait pouvoir le faire plus d'un courageux aventurier mercenaire. Ces dernières gardent leur histoire pour elles-mêmes, et la plupart des hommes préfèrent nier leur existence ou les mettre dans le même sac que les autres monstruosités qui sont monnaie courante dans la cité des damnés.